Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Donc, la question à laquelle nous allons répondre ce matin est la suivante. Comment optimiser la collaboration et l'efficacité opérationnelle au sein des entreprises pour gagner en performance? Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, on vous invite à poser les questions au travers du chat. Je ne sais pas, Thomas, voilà, super. Donc, les différentes thématiques qui seront abordées pendant cette présentation sont les suivantes. Donc, tout d'abord, on ouvrira le sujet avec l'information dans l'entreprise. On enchaînera avec les silos et l'information non structurée. On vous parlera ensuite de l'approche ECM. Donc, Thomas réalisera une présentation, une démonstration d'une solution. Et on terminera avec une conclusion et une session de questions-réponses. Donc, tout d'abord, pour introduire le sujet, une entreprise, c'est quoi? C'est tout d'abord une unité de production de biens ou de services et c'est aussi une unité de production de connaissances. Donc, des connaissances qui sont issues du savoir-faire de l'entreprise et des produits et des services qu'elle propose. Cette production de connaissances, associée à la digitalisation aujourd'hui omniprésente, va engendrer une explosion du volume de données dans les entreprises et c'est quelque chose qui ne fait qu'augmenter au fil des années. Donc, on sait qu'aujourd'hui, l'information remplit 3 rôles principaux dans l'entreprise. C'est tout d'abord un outil d'aide à la décision, c'est également un outil de communication interne et externe, et c'est également un outil de travail collectif. Donc, toute entreprise doit capitaliser sur son information pour gagner en efficacité opérationnelle et pour, par exemple, éviter la perte de savoir-faire d'un spécialiste, exploiter l'expérience qui va être acquise sur des projets passés et éviter de reproduire certaines erreurs. Une entreprise doit également capitaliser pour exploiter la cartographie de connaissances de la société à des fins stratégiques. Elle doit également capitaliser pour améliorer la circulation de l'information, pour améliorer la communication dans l'entreprise et également pour améliorer l'apprentissage des employés. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises ont commencé à modéliser une partie de leur information. Il s'agit de données qui vont être structurées, qui vont être pilotées par des systèmes d'information tels que les ERP, les CRM, les PLM, ou qui vont être dans des bases de données qui vont être structurées, type SQL, des bases de données Oracle ou Access, mais qui peuvent avoir une gestion qui est plutôt lourde. Quand on reprend la métaphore de l'iceberg, on va être plutôt sur la partie émergée, donc la partie structurée de l'iceberg, mais ce qui va exploser dans les entreprises, c'est la partie immergée. C'est plutôt les données non structurées. Et c'est ce sur quoi on va justement se focaliser aujourd'hui, donc les silos et l'information non structurée. Donc, un rapport récent indique que près de 20% du temps d'activité, l'équivalent d'1 jour par semaine de travail, est gaspillé par les employés à la recherche d'informations pour faire leur travail efficacement. Ça représente 1/5 du temps d'affaires qui est perdu dans la recherche d'informations. Et il y a aujourd'hui une raison précise à cela, c'est que toutes les entreprises ont un certain nombre de silos d'informations divers et variés. On a tous des endroits où on vient stocker de la documentation, on vient stocker de l'information, ça peut être du Windows, ça peut être du SharePoint, ça peut être du OneDrive. On a également donc des outils qu'on utilise au quotidien, type ERP, CRM, etc. Et puis, on va également avoir aussi des outils qu'on utilise pour partager, pour collaborer, type Dropbox, et puis également les messageries mail. Donc, un même document peut être stocké à différents endroits et on peut se retrouver avec des documents en double, avec des documents en triple. Ça va engendrer une information non structurée et il faut y mettre vraiment une attention particulière parce que ça peut engendrer de nombreux risques pour l'entreprise. Pour vous donner quelques exemples, donc quand on va accéder à une documentation, à une information, on pourra avoir des doutes sur sa fiabilité. On n'est pas forcément sûr qu'on soit allé le chercher au bon endroit. On va retrouver aussi des processus qui vont être formalisés par mail avec des pièces jointes, des mails qui vont être transférés, retransférés, et donc on perd forcément de la visibilité sur le processus. On a également des ressaisies nombreuses pour que l'information soit disponible pour les différents collaborateurs, alors qu'on pourrait avoir justement un point d'accès unique et ne plus avoir à ressaisir ces informations. Et puis, il y a par exemple aussi un dernier point, toujours d'actualité, c'est l'accès à distance et en sécurité.
puisque jusqu'à hier, on travaillait tous sur un réseau d'entreprise, mais aujourd'hui, avec le télétravail, avec le home office, c'est quelque chose qui s'est démocratisé et une question au cœur des préoccupations actuelles est de comment avoir accès aussi aux informations de mon entreprise à distance et en toute sécurité. Donc, tous ces silos ont entraîné des informations non structurées. Et l'objectif maintenant, c'est de vous présenter comment répondre simplement à ces enjeux en disposant d'une source d'information avec un accès unique. Donc, pour répondre à ces problématiques, on parle de l'approche ECM. C'est une approche qui va permettre de prendre en compte l'ensemble des contenus, qu'ils soient structurés ou non, quelle que soit leur provenance, et en particulier dans un contexte multicanal. Donc, son objectif, en fait, de cette approche, c'est d'intégrer tous les documents, toutes les données de l'entreprise, de pouvoir les organiser intelligemment en fonction de leurs usages, en fonction de leur cycle de vie, pour pouvoir mettre en place un référentiel commun, pour pouvoir faciliter aussi son exploitation par les équipes et pour pouvoir valoriser et sécuriser les données de l'entreprise. Donc, l'approche ECM va consister notamment à optimiser les processus métiers, à fournir des outils collaboratifs et pertinents pour améliorer la productivité des collaborateurs. Donc, une des grandes forces de l'approche ECM, c'est son agilité. Aujourd'hui, une approche ECM a une capacité de manière interactive à modéliser n'importe quel type d'objet avec ses métadonnées, avec son cycle de vie, ce qui va lui permettre de pouvoir adresser tous les métiers de l'entreprise dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au bureau d'études, dans les ateliers, dans les services administratifs, etc. Donc, on parle finalement d'approche ECM parce qu'il ne s'agit pas d'un nouveau système d'information à proprement parler dans votre écosystème, mais c'est plutôt une surcouche qui va venir se positionner au-dessus de l'ensemble de vos systèmes d'information pour leur permettre de délivrer leur plein potentiel en les connectant entre eux et en disposant donc d'un accès unique à l'information. Enfin, pourquoi un ECM? Donc, on parle beaucoup de gestion électronique documentaire. C'est finalement la première brique de l'ECM puisque la gestion des documents va s'occuper des informations non structurées se trouvant justement dans des documents, dans des Word, dans des Excel, dans des PDF, etc. L'ECM va donc inclure en fait la gestion des documents, mais elle va aller beaucoup plus loin en permettant au travers d'un point d'accès unique, d'avoir accès à la gestion des publications, de pouvoir mettre en place du travail collaboratif, de pouvoir capitaliser sur la gestion des connaissances et sur la gestion des processus métiers. Ça permet également de disposer d'un portail d'entreprise et de pouvoir accéder à toute information provenant de la plateforme d'entreprise, telles que les CRM, les ERP, les sites Internet, les forums, etc. Donc, en fait, un ECM, c'est une approche ECM, en tout cas, c'est la fusion et l'interopérabilité de la gestion documentaire, de la gestion de contenu et des technologies 2.0, les réseaux sociaux, les blogs, etc., comme autant de briques technologiques qui forment un tout cohérent. Donc, l'entreprise qui va choisir cette approche va disposer d'une solution efficace pour maîtriser la quantité toujours croissante d'informations, pour améliorer la diffusion de ces informations sur le web et en interne et pouvoir de cette manière optimiser la collaboration des différents intervenants et des partenaires. Donc, je vais passer maintenant la main à Thomas qui va donc nous réaliser une démonstration de la solution M-Files qui aujourd'hui répond à l'ensemble de ces enjeux. Bonjour à tous. Donc, nous allons passer à la présentation de l'outil M-Files en l'occurrence. Donc, tout d'abord, on va poser les choses en expliquant la différence entre ce genre de système et le monde Windows, par exemple, où quand on est dans un monde Windows, on descend dans des chemins et dans des répertoires finalement pour venir ranger un document à un endroit bien précis. Donc, on est plutôt dans le où, en fait. On vient cibler la position du document dans un chemin Windows. Avec M-Files, en fait, la notion de où n'a plus aucune importance finalement. On va plutôt être dans le what. Et finalement, le document, on va le décrire avec un certain nombre de propriétés. C'est ce que l'utilisateur fait quand il est dans un monde Windows où il vient ranger le document dans des répertoires, où il choisit un client, puis un projet, et puis une nature de document, et ainsi de suite. Finalement, il le décrit en faisant des choix de répertoire. Tout ça, dans M-Files, s'est transformé sous forme de propriétés, en fait, pour structurer derrière l'accessibilité au document dans le système.
Donc, on va organiser la présentation sous, on va dire, 3 axes principaux. Le premier axe, ça va être de venir peupler le système avec de la documentation. C'est-à-dire, on va rentrer dans une phase de collecte pour venir mettre de la documentation dans M-Files. Ensuite, une fois qu'on va avoir collecté les documents, on va les faire vivre dans le système à travers ce qu'on appelle un cycle de vie. Donc, ils vont passer par différentes étapes, à travers des workflows notamment. Et puis, une fois que le document il est dans le système, on va pouvoir exploiter aussi, dans une troisième phase, on le verra, les recherches mises à disposition pour accéder facilement en fait, aux documents et aux informations à l'intérieur d'M-Files avec des outils de recherche qui sont mis à disposition. Donc, pour venir mettre de la documentation dans le système, il y a plusieurs approches en fonction de la provenance des documents. Aujourd'hui, on a différentes et diverses sources de provenance des documents. La première chose qu'on peut imaginer, c'est on part d'M-Files pour créer un nouveau document. Donc ici, on a une liste exhaustive non exhaustive de choses qu'on peut créer au sein d'M-Files en fonction des différents métiers. Ça peut être des non-conformités au niveau de la qualité, ça peut être des demandes de services après-vente pour du service client, ce genre de choses-là, ça peut être des processus toujours autour de la qualité, ça peut être des demandes d'achat au sein des services achats ou au sein des différents services de l'entreprise qui vont aller faire des demandes d'achat qui sont ensuite acceptées ou refusées et ainsi de suite. Voilà, ça c'est une liste non exhaustive de choses qu'on peut adresser en fonction des métiers. Par contre, sur l'exemple, sur la création d'un document, donc, pour créer un nouveau document, en fait, on va devoir, comme on le disait tout à l'heure, on va devoir le décrire. Donc, on va partir sur l'exemple ce matin de la création d'un document de type contrat ou accord. Donc, la première chose qu'on va noter ici en bas, c'est qu'on a un modèle en fait qui nous est mis à disposition. Et l'intérêt de ce modèle-là, c'est qu'on va harmoniser et uniformiser en fait la trame documentaire de la société. Ce qui veut dire que de par le modèle, l'utilisateur va s'appuyer dessus pour créer son nouveau document. Et là, on n'a plus de questions à se poser quand on est dans une position utilisateur de se dire quel modèle j'utilise, où est-ce qu'il est rangé, est-ce que je repars d'un document existant pour le dupliquer et m'appuyer sur cette copie pour faire mon nouveau document, et ainsi de suite. Là, l'utilisateur, il ne se pose pas de questions. Il y a un ou plusieurs modèles, monolangue ou multilangue, qui peuvent être mis à disposition et il s'appuie dessus pour créer son nouveau document. C'est-à-dire que la charte graphique est respectée par tous. Ceci dit, il peut partir sur un modèle vierge. On peut imposer ou pas la mise à disposition de modèle. Là, on va partir sur l'appui du modèle pour créer notre nouveau document. Et là, on est dans le quoi de tout à l'heure, le what versus where. Ça veut dire qu'on ne vient pas ranger le document à un endroit précis, on vient plutôt le décrire pour structurer en fait les informations autour de ce document-là. Et c'est pareil, les informations, elles peuvent avoir plusieurs provenances autour de ce document-là. On le verra tout à l'heure, ça peut être des choses que l'utilisateur va saisir, ça peut être des choses qui arrivent de systèmes externes, ou ça peut être des choses qui sont directement contenues à l'intérieur du document. Donc l'utilisateur va devoir faire des choix dans des listes ou des zones des propriétés, taper du texte. Typiquement ici, on a un titre du contrat. Ça peut être des choix dans des listes de valeurs. Donc là, on va structurer, c'est-à-dire qu'on impose à l'utilisateur de choisir quelque chose dans une liste de manière à ce qu'il ne puisse pas saisir ce que bon lui semble, de manière à structurer en fait l'information autour du document pour pouvoir l'exploiter aussi au niveau des recherches ensuite. Donc ça peut être des choix dans des listes, ça peut être des dates. Ici, les informations, elles peuvent être obligatoires ou facultatives, bien entendu. Elles peuvent être aussi automatiques, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une intelligence qui fait qu'on vient calculer certaines propriétés en fonction de ce que l'utilisateur a choisi. Là, typiquement, l'échéance du contrat, il y a une règle dans la société où on va la calculer à plus un mois, plus un an. Voilà, ce genre de règle-là se définit en fin de compte, de manière à ce que l'utilisateur n'ait pas à saisir cette information-là si règle il y a et qu'on peut la mettre en place. Il peut aussi y avoir des propriétés, ici comme le pays, qui arrivent automatiquement. C'est-à-dire que si par défaut, en fait, les contrats sont majoritairement créés pour un pays donné, on va plutôt le proposer par défaut, ça va éviter à l'utilisateur de faire une saisie. Le but, c'est d'aller à l'essentiel, que l'utilisateur il ait le plus de choses précomplétées en fonction de certaines règles qu'on est capable de mettre en place. En haut, il y a une notion d'acceptation et de validation. Donc, ce n'est que des exemples de propriétés qu'on peut retrouver sur les différents documents. C'est typiquement des propriétés que l'utilisateur n'a pas à compléter, mais qui viendront se compléter d'elles-mêmes au fur et à mesure de la vie du document, dans son cycle de vie. Tout à l'heure, on le fera passer dans une étape de demande de validation jusqu'à son approbation pour qu'il puisse être diffusé après au sein de la société, acquis de droit. Donc ça, typiquement, c'est des propriétés qui vont venir se compléter au fur et à mesure de la vie du document. On peut retrouver une notion de projet, ce qui sous-entend qu'on gère cette notion de projet dans M-Files. Le projet est déclaré dans le système avec un certain nombre de propriétés, un chef de projet, une équipe et ainsi de suite pour en définir des droits, par exemple.
Il peut aussi y avoir, comme on le disait, tout un tas de propriétés qui sont prédéfinies. Puisque le projet comporte déjà une notion de client, de contact et de produit ici sous forme d'article, on va éviter à l'utilisateur de les saisir puisqu'on en a besoin sur le document. On va éviter à l'utilisateur de les saisir, on vient les récupérer directement par ici, la notion de client, typiquement, c'est un exemple assez récurrent d'éléments qui peut arriver d'un système externe tel qu'un ERP, une compta ou un CRM par exemple, qui font que on a un système maître de la donnée. Typiquement l'ERP par exemple gère les clients, donc mFiles n'a pas vocation à venir gérer les clients ni même à ce que les utilisateurs viennent ressaisir les clients à l'intérieur du système. On récupère simplement de par une connexion une liste de clients, une liste de contacts, de fournisseurs, de codes produits, de numéros d'affaires, voilà, de tout ce qu'on a besoin qui serait issu d'un système tiers, compta, ERP, CRM ou autre, de manière à proposer à l'utilisateur des listes de valeurs en ayant bien à l'esprit que voilà, on a un outil qui gère l'information et on a un autre outil qui ne fait que la récupérer. Ensuite, on peut avoir des numérotations automatiques. C'est vrai que quand on est dans un monde Windows, on se pose souvent la question de quel est le compteur, quel est le numéro que je dois affecter à mon document, quelle est la désignation que je dois donner à mon document, comment je dois structurer son titre, par exemple, et la version à laquelle on est rendu. Tout ça, le système va le gérer. Les compteurs, c'est le système qui les gère. Le versionning, c'est le système qui le gère. Et la désignation du document, c'est le système qui va le gérer, puisqu'on a mis une règle. En fait, l'utilisateur ne se pose pas de question de savoir comment il va désigner son document. En bas, ici, on note que le document est dans une étape d'ébauche, avec un workflow d'approbation qui vient de se lancer. Quand l'utilisateur crée son document, puisqu'on s'est appuyé sur un modèle, il va déjà y avoir tout un tas de champs qui sont pré-complétés à l'intérieur. Globalement, tous les champs qu'on a en gris ici, un petit peu plus foncés, sont des propriétés qu'on a récupérées d'mFiles que l'utilisateur a saisies qui permettent de venir compléter le modèle de document. Le but, c'est que l'utilisateur saisisse l'information une seule fois, quel que soit son système, en fait, et derrière, on la réexploite sans qu'il y ait de ressaisie. Donc là, on est venu récupérer le numéro, il y a une notion de responsable ici, il y a une notion de code produit. Ici, on retrouve la désignation automatique du projet et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est des choses à structurer en fonction des besoins, de mettre en place ce genre de modèle-là pour différentes natures de documents. Le but étant d'avoir quelque chose de structuré. Ensuite, quand on est dans le monde Office, l'utilisateur va retrouver une barre d'intégration pour pouvoir interagir avec mFiles. Donc, c'est une autre approche aussi, c'est de partir d'un document Word existant ou vierge et d'utiliser la barre d'intégration mFiles pour venir intégrer dans mFiles son document et même venir faire de la comparaison s'il le souhaite, donc comparaison de deux versions de documents ou comparer deux documents qui n'ont rien à voir ou comparer deux documents de version 1 et version 2, par exemple. Donc, après, on est dans un environnement Office classique, qui fait que l'utilisateur a toutes ses barres de menu habituelles. Il fait ce qu'il a à faire dans son environnement Word ou Excel ou autre. Il sauvegarde, il quitte. Voilà. Et là, le document est un document géré par mFiles. Ici, on le voit. On le voit, il a une désignation automatique. On y retrouve là toutes ses propriétés qui ont été saisies tout à l'heure par l'utilisateur. Donc ça, c'est une première approche. Je prends mFiles et je m'appuie sur des modèles avec toute l'intelligence autour de la gestion des propriétés pour simplifier la vie de l'utilisateur en fin de compte. Et on structure l'information autour du document. Ça veut dire que le document, il a sa carte d'identité. Comme nous, on a une carte d'identité qui nous suit avec nos informations qui nous sont propres. Là, le document, il a sa carte d'identité qui vont le suivre, qui vont suivre le document, pardon, avec ses informations qui lui sont propres. L'autre approche, c'est d'utiliser un document qui arriverait d'une source externe. Donc, globalement, on a un document ici qui est prédisposé, dans lequel on a un certain nombre d'informations déjà saisies à l'intérieur. Il y a du texte, concrètement, à l'intérieur de ce document. Voilà. Ce qui fait que, aussi, aujourd'hui, il y a des intelligences artificielles dans le système qui font qu'on va pouvoir exploiter le contenu de ce qui est saisi là pour en déduire des propriétés. C'est-à-dire que quand l'utilisateur prend son document, il glisse, il dépose pour intégrer son document dans le système ici, on va retomber sur ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'utilisateur va devoir dire quelle est la classe, donc quelle est la nature du document qu'il veut intégrer dans mFiles pour le gérer derrière. Sauf que là, comme il y a du contenu, l'intelligence fait qu'on est capable de déduire du contenu ici un certain nombre de propriétés. Quand on a le mot contrat qui est tapé, et projet d'ailleurs, le système me propose différentes natures de documents, un projet, un contrat ou accord ou un contrat de travail. Donc le système va proposer, après c'est l'utilisateur qui se dispose. Donc on va acter le fait que ce document-là est bien un contrat de travail, par exemple. Un contrat ou accord, pardon, et pas un contrat de travail.
On retrouve les mêmes propriétés que tout à l'heure. Voilà. Si on va proposer la Chine, puisqu'il y a le pays qui est mentionné dans le corps du document ici et dans la partie droite. Et puis c'est pareil, comme il y a une notion de projet qui est proposée, on retrouve ici la notion de client qui est indiquée ici. Et il va proposer toutes ces informations. Donc c'est une proposition. Après, on prend en compte ou pas. Et ça permet en fait d'aller déduire du contenu et d'aller vite dans la saisie des propriétés et de capitaliser ce qui a déjà été saisi en fait à l'intérieur du document. Si on veut la prise du client ou la prise du projet, simplement on clique et voilà, et c'est fait. C'est une autre approche. C'est de partir de documents qui arriveraient de l'extérieur, par exemple, et de les glisser, déposer dans M-Files, et d'exploiter le contenu, ou pas, il n'y a aucune obligation de faire ça, mais d'exploiter le contenu pour en déduire un certain nombre de propriétés. Une autre approche, une autre manière de venir collecter de l'information et de peupler le système pour centraliser les données à l'intérieur, c'est globalement aujourd'hui tout ce que nous avons dans nos mails, ici, où il y a une source d'information importante, où là, clairement, on est sur de la donnée non structurée, donc tout ce qui nous arrive dans notre messagerie, aussi bien dans le contenu des mails que dans les pièces jointes. Beaucoup d'informations qui ne sont pas exploitées. Et aujourd'hui, on fait des transferts, on fait du répondre, ce genre de choses-là, et beaucoup d'informations, en fait, ne suivent pas ou se perdent à l'intérieur de la messagerie. Et une messagerie, par définition, elle est personnelle, c'est-à-dire que beaucoup de choses qui nous arrivent, en fait, ne sont pas partagées et restent chez nous. Donc là, c'est bien parce que nous, le mail, on sait qu'on l'a reçu. Donc voilà, si on veut fouiller, on va les fouiller. On va retrouver un an après le mail avec sa pièce jointe. Par contre, si on est dans un mode collaboratif, le mail et son contenu et sa pièce jointe va peut-être intéresser d'autres personnes autour de la vie d'un client, autour d'un projet, autour d'une non-conformité, ce genre d'éléments-là. Donc ça peut être intéressant de le mettre à disposition pour d'autres personnes avec qui je vais avoir besoin de collaborer autour de cet email-là, de cette donnée d'entrée. Tout simplement, on peut glisser, on dépose. Et après, c'est le même principe, hein, en fin de compte, que le document tout à l'heure. Sauf que on est sur un mail, il y a un certain nombre d'informations qu'on peut déduire. Le contact, il y a des projets, l'importance de l'email, les dates d'envoi, les dates de réception des projets, etc. Donc le mail, de par son expéditeur, la personne qui reçoit l'email, le contenu et ainsi de suite, on est déjà capable de déduire un certain nombre de propriétés pour aller vite et ne pas ressaisir, puisqu'il y a déjà, encore une fois, comme le document tout à l'heure, un certain nombre d'informations qui sont contenues de par la nature de l'email, de pouvoir les réexploiter. Donc là, on a plusieurs approches. On peut simplement glisser, déposer le mail, la pièce jointe ou les deux, en fonction de ce qui va nous intéresser de collecter dans le système. Ensuite, pour donner des exemples, il y a certaines sociétés qui utilisent des boîtes de réception en entrée qui sont scrutées par M-Files. En fait, M-Files vient directement avaler sans aucune action de l'utilisateur l'email et les pièces jointes pour les intégrer dans le système, ce qui évite une intervention en fait manuelle. Et après, le mail est tout de suite intégré dans le système en lien avec un client ou un projet ou un fournisseur ou une non-conformité ou autre, ou un achat ou une commande, qui fait qu'après, derrière, en fait, l'email est traité. Voilà, on a une demande entrante qui arrive par email. L'email arrive via une notification, une tâche à faire à quelqu'un et ensuite est traité dans le système. Donc, différentes sources de provenance, des systèmes externes, des documents qui nous arrivent, ou alors partir d'M-Files en s'appuyant sur des modèles ou pas pour créer des documents. Ensuite, le document, on va reprendre le document qu'on a créé tout à l'heure qui est ici. On voit qu'il est dans une étape d'ébauche. Ce document-là, au fur et à mesure de sa vie, va avoir des droits d'accès aussi qui lui sont octroyés. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on est dans un monde Windows avec des répertoires, c'est compliqué d'aller définir les accès. Et souvent, ce qu'on fait, on déplace le document d'un répertoire validé vers un répertoire pas validé pour que les gens ne voient pas les données ou les documents qui sont dans ce répertoire pas validés. Et ça nécessite en fait de faire des copier-coller, des déplacés de documents et ainsi de suite, ce qui est un peu contraignant. Là, c'est le système qui va gérer, c'est-à-dire qu'on a des droits d'accès qui sont câblés en fonction du cycle de vie du document. Quand il est dans une étape d'ébauche, certaines personnes le voient et pas d'autres. Et quand il va être validé, par exemple, on va ouvrir les droits un petit peu plus largement que quand il était dans une phase d'ébauche. Donc c'est pour ça qu'ici, on voit qu'on a des contrats en cours de création qui fait qu'on est sur un public restreint en termes de vision et de modification de ce document-là. Donc maintenant, on va chercher à le faire avancer, ce document. On va le mettre dans une phase de demande d'approbation. Donc le workflow, alors avant, je vais vous montrer la façon dont le workflow est défini. Le workflow, il est défini de cette façon-là. C'est-à-dire que le document est dans une phase d'ébauche. On va avoir deux possibilités qui sont offertes à l'utilisateur. On rentre en attente d'approbation avec signature électronique, ici, ou en attente d'approbation sans signature électronique. Ça, c'est la façon dont le workflow est défini. Il n'y a aucune obligation de faire ça.
on est sur de la conception de process qui va être différente d'une société à l'autre en fonction des besoins, et complètement différente peut-être d'un contrat pour un autre type de document. Ensuite, une fois que le document est en attente d'approbation, sans signature électronique ou avec signature électronique, globalement, on va devoir le signer numériquement ou le rejeter. Si on est parti sans signature électronique, on va l'approuver ou le rejeter. S'il est rejeté, on va revenir en étape d'ébauche et puis on va y faire une version 2 pour gérer tout l'historique de la vie du document, et ainsi de suite. Donc, si on reprend ici notre document, on va chercher à le faire avancer et on va le mettre en attente d'approbation sans signature électronique pour ce matin. On peut aussi mettre des commentaires. Encore une fois, les commentaires qu'on met autour des demandes qu'on fait, des demandes de validation, des tâches qu'on vient affecter, vient encore une fois ajouter de l'information supplémentaire autour du document. Une obligation de mettre ces commentaires ici. Donc là, le document est rentré dans le workflow. Il est passé de l'étape d'ébauche à l'étape en attente d'approbation sans signature électronique. Et là, c'est-à-dire que l'étape d'approbation de ce document-là est définie. Et on va définir, en fait, de par des règles, qui doit valider ce document-là. Est-ce que c'est l'utilisateur qui choisit, à qui il demande? Est-ce que c'est par service, par projet, par métier, par type de contrat? On va mettre en place des règles qui vont éviter à l'utilisateur de se poser la question à qui il doit demander la validation de ce document. Et on rentre au sein de workflow, ce qui va éviter, par exemple, quand on est dans un monde Windows, de transférer le mail en disant, tiens, regarde le contrat, est-ce que tu peux le valider? Et puis on est en attente de retour d'email, etc. Là, on rentre au sein d'un workflow où on est sur un processus de validation qui est structuré. Donc, ce qui veut dire que, si je viens voir dans les tâches, ici, l'utilisateur, il a une tâche qui lui est attribuée. Donc, ici, on a la liste des tâches qui sont affectées à l'utilisateur en fonction de son métier. Donc, ça peut être de la validation de plan, des demandes de modification, de la validation de commandes fournisseurs, des non-conformités, etc., etc. On va retrouver différents métiers au sein d'M-Files. Et puis, des étapes dans lesquelles elles sont. Donc, chaque nature de document va avoir peut-être un process, un workflow différent avec des étapes complètement différentes. Donc ici, mon document, il est là. L'utilisateur qui est en charge de la validation de ce document-là peut prendre connaissance du document ici au niveau de ses propriétés et puis au niveau de l'aperçu. Le document, il n'a pas besoin d'aller à l'ouvrir en fin de compte pour pouvoir le visualiser. Même un mécanisme d'annotation, en fait, qui permet dans M-Files de venir annoter le document pour pouvoir apporter encore une fois du contenu sur l'approbation ou le rejet de ce document-là, sans avoir à aller modifier le contenu à l'intérieur. Donc, si l'utilisateur est d'accord avec ce qu'il vient d'analyser à l'intérieur du document, il peut l'approuver. S'il n'était pas d'accord, il peut le rejeter, puisque c'est comme ça en fait que le workflow est défini. Donc, s'il l'approuve, encore une fois, on peut y mettre du commentaire ici, ou pas, c'est facultatif. Et donc là, le document est arrivé au bout d'une partie de son cycle de vie, parce qu'on peut imaginer aller jusqu'à son obsolescence, puisqu'au profit d'une version 2, la version 1 deviendra obsolète, par exemple. Donc, il est arrivé au bout d'une partie de son cycle de vie, comme je disais, où là, le document, on voit, en fait, on est sur un document qui est approuvé ici. Donc, on voit ici qu'on est sur un format PDF, puisque aussi, les workflows dans M-Files vont permettre de venir faire de la conversion automatique de Word en PDF, ce qui va éviter à l'utilisateur de le faire lui-même, qui est globalement une tâche à non-valeur ajoutée aujourd'hui, qui est de dire, tiens, je prends mon Word, je le convertis en PDF et je ne sais pas si je mets le PDF au même endroit que le Word ou ailleurs, etc. Là, c'est le système qui gère en fonction des règles la conversion du document de manière à convertir le Word en PDF pour exploiter derrière la diffusion de ce document-là, peut-être vers l'extérieur au format PDF. Ensuite, on peut aussi venir signer automatiquement le document à l'intérieur, ici. C'est-à-dire que on vient apposer la signature de la personne qui a approuvé avec la date et son nom. On n'est pas sur une signature électronique ni numérique. On est sur une signature manuscrite. Et globalement, si on a besoin de cette information à l'intérieur du document, pareil, c'est le système qui va le gérer. On lui a dit sur l'étape d'approbation, en fonction de l'utilisateur qui approuve, tu viens coller la date, son nom, son prénom et la signature. Et potentiellement, on pourrait rajouter sa fonction ou autre information nécessaire. Le but, c'est d'éviter d'aller imprimer le document, le signer à la main, de le scanner et de le remettre dans le système. C'est globalement une tâche pareille à non-valeur ajoutée. Là, pareil, c'est le système qui va gérer cette partie-là. Donc là, le document est passé d'ébauche en attente d'approbation. Il a été approuvé, c'est-à-dire qu'il a vécu sa vie à travers différentes étapes.
Et ça, on va le mesurer à travers son historique. C'est-à-dire que mFiles aussi est un outil qui va gérer l'historique et la vie du document à travers les actions des différents utilisateurs. Et en fin de compte, ici, on voit que le document était dans une étape d'ébauche, puis en attente d'approbation, puis il a été approuvé avec la conversion PDF ensuite. C'est-à-dire qu'on est capable de revenir en arrière, de voir le document tel qu'il était en étape d'ébauche, quelles étaient ses propriétés, quel était le contenu de ce document-là, entre l'ébauche version 1 et l'ébauche version 2, par exemple, pour comparer quelle était la nature des modifications entre la version 1 et la version 2. Donc ici, tout est tracé, il n'y a rien à faire, si ce n'est faire vivre la vie du document en fonction du process qui est défini pour ce document. Voilà, donc on a vu deux aspects principaux, la collecte des documents, le cycle de vie d'un document. Maintenant, le troisième aspect, c'est de venir exploiter tout ça pour pouvoir venir faire de la recherche, d'exploiter les informations, d'exploiter le contenu du document pour pouvoir faire de la recherche. Donc, il y a plusieurs approches pour faire de la recherche. On va dire il y a deux approches principales. La première, c'est une recherche par mots-clés, en haut, où l'utilisateur va avoir le loisir de taper des mots-clés, ici dans la barre de recherche. On tape contrat, par exemple, de cette manière-là. Alors, m'est affiché en bas les recherches que j'ai déjà effectuées. C'est-à-dire que le système historise aussi les recherches que l'utilisateur a déjà effectuées pour lui reproposer. Donc, je peux repartir d'une recherche que j'ai déjà effectuée. Donc là, le système vient indexer les documents, les informations intérieures pour venir me proposer un résultat de recherche en fait qui s'affiche par score. Ici, on a une colonne score. Et plus on descend, moins le score est pertinent. C'est-à-dire que plus le document est haut en fait dans la hiérarchie, dans le résultat de recherche, plus le ou les mots-clés qu'on a tapés en haut dans la barre de recherche sont présents, sont récurrents en fait à l'intérieur du document ou dans les propriétés. Après, le système met en jaune en fait le ou les mots-clés qui ont été retrouvés. Donc, les petites étoiles permettent d'aller retrouver quelque chose qui commence par contrat, c'est-à-dire contrat, contractuel, etc., etc. En fait, l'étoile matérialise une chaîne de caractères à la suite du A. C'est pour ça qu'il retrouve le contrat avec un T. Donc, il nous met en jaune ici, en surbrillance, les documents qui contiennent les mots-clés dans les propriétés, mais également dans le contenu, ce qui permet d'exploiter aussi les informations, le texte à l'intérieur du document par l'utilisateur ou par les utilisateurs externes qui auraient envoyé le document et dont on aurait intégré ce document-là dans mFiles. Donc, c'est pareil. En jaune est mis en surbrillance le ou les mots-clés, puis après, on va aller se balader à l'intérieur du document pour retrouver tous les mots-clés. Donc là, on a ce document-là qui s'affiche en tête de liste parce qu'on a le mot contrat, on a le mot Renault, contrat, etc. un certain nombre de fois dans le contenu et dans les métadonnées qui fait que le document est assez haut dans la liste. Et ainsi de suite, on peut affiner les mots-clés de cette manière. Et on passe de 24 documents à 7. C'est-à-dire que j'ai 7 documents en résultat de recherche. C'est-à-dire que plus je vais en mettre dans ma barre de recherche en haut, plus je vais affiner mon résultat de recherche. Ensuite, donc là, une première approche, on va dire basée sur les propriétés des documents et le contenu du document. L'autre approche consiste à exploiter des recherches dites structurées. C'est-à-dire que dans la barre d'accueil, ici, l'utilisateur a une zone de navigation qui lui est proposée. Et dans cette zone de navigation, on va retrouver ce qu'on appelle des vues. Et les vues, c'est un environnement de recherche dit structuré parce qu'on va guider l'utilisateur dans des choix jusqu'à ce qu'il aboutisse à un résultat de recherche. Donc, ça peut être fait en fonction des métiers, ça peut être fait en fonction des clients, ça peut être fait en fonction des projets, de processus, voilà. Ces points d'entrée-là, on va les structurer en fonction des besoins, en fait, des utilisateurs finaux pour accéder aux informations et aux documents. Donc, partons du principe qu'on va rester sur le métier des ventes pour notre contrat de tout à l'heure. Ici, je peux rentrer dans ma vue vente. Je peux retrouver ma base contact si je gère des contacts dans mFiles pour faire de l'envoi de mail. Et voilà, je peux retrouver mon référentiel commande ou mon référentiel contrat. Donc, tout à l'heure, on a créé un contrat, on va rester dans le référentiel contrat. Donc là, j'ai la liste exhaustive de tous les contrats qui existent dans mon système, tout projet confondu, tout client confondu, quel que soit leur niveau de maturité et l'étape de workflow dans lequel ils sont rendus. Donc, ça me donne un premier niveau d'information. Ensuite, je peux rentrer dans des choses un petit peu plus fines. Ça, c'est pareil, c'est à définir en fonction des besoins. C'est d'aller chercher cette même information, mais peut-être par client, peut-être par année, puisque dans mon quotidien,
ça m'intéresse d'aller chercher mes contrats par année. Donc ici, je rentre dans la vision de mes contrats par année. Donc en toute logique, je vais devoir sélectionner l'année dans laquelle je veux avoir mon résultat de recherche. Et ici, au lieu d'avoir une liste exhaustive de tous les contrats de mon système, j'ai une liste de mes contrats uniquement qui ont été créés sur l'année 2021. Donc j'ai le même niveau d'information, mais filtré par année, puisque c'est le choix que j'ai fait dans la recherche structurée que j'ai utilisée. Et donc ça peut être exploité pour retrouver n'importe quelle donnée ou information dans le système, quel que soit le métier. On peut rentrer par de la qualité, on peut rentrer par un client, on peut rentrer par un fournisseur, on peut rentrer par un code produit, un code article, globalement par un processus, par une agence et ainsi de suite en fonction des données et informations qu'on a dans le système. Et une autre manière de venir rechercher de l'information, c'est, voilà, on est venu faire une recherche structurée, en se baladant dans une vue, c'est de partir d'un document. Et ce document-là, en déroulant le petit chevron, on voit que de par les informations qui ont été saisies sur le document, ce document-là, il est associé à un article, il est associé à un client, il est associé à un projet. Ça me permet en fait de rebondir sur le projet en partant du document et d'aller dérouler ces cas d'emploi. Ça va m'éviter d'aller relancer une recherche en fin de compte. Et donc, je peux rebondir sur le projet et de ce projet-là, par exemple, aller chercher des informations autour de la qualité et d'aller voir que ce projet-là, en fin de compte, il a 2 non-conformités. Ici, montage impossible, voilà, et manque info, qui sont dans des étapes pas nécessaires, donc pas sans les actions correctives et préventives. Et ça me permet voilà, d'aller rebondir, en partant du document, d'aller rebondir sur un projet, du projet d'aller chercher d'autres informations, peut-être même de repartir de non-conformité pour aller chercher quels étaient les éléments à l'initiation de cette non-conformité, est-ce que c'est un mail, et ainsi de suite. Remonter la chaîne. Voilà, nous avons fait le tour. Donc simplement pour conclure, on finit sur cette slide qui est une représentation non exhaustive des différents métiers couverts par mFiles. On peut voir que par exemple, voilà, dans le métier de commercial, on est capable de couvrir aujourd'hui la gestion des comptes et des contacts, le suivi des tâches et des événements, la gestion des ventes, toute la gestion avant-vente, les catalogues produits, les réclamations clients, issus de tous les outils et tous les systèmes d'information apparentés. On a une classification des métiers qui a été faite dans mFiles qui nous permet de capitaliser sur les meilleures pratiques dans le monde et de partager ces meilleures pratiques pour pouvoir accélérer la mise en œuvre chez nos clients une fois la spécification du processus cible et des informations cibles définies. Donc, on a vraiment un panel d'applications métiers qui répond à l'ensemble des enjeux liés à la digitalisation des entreprises aujourd'hui. Et puis, bien d'autres applications qui sont communes, du coup, à l'ensemble des métiers, que ce soit la dématérialisation, la signature électronique ou encore, par exemple, le reporting. Nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire et nous nous tenons à votre disposition pour en discuter, vous apporter toute information complémentaire. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir.